Ça tombe bien, on a eu des questions sur le lien avec la simulation. Donc Monsieur Laurent Fèvre va nous présenter le poumon pédagogique et simulation. Excusez-moi, c'est merci beaucoup. Bonjour, moi je m'appelle Laurent Fèvre, moi je suis infirmier coordonnateur technique à l'hôpital Nord-Franche-Comté, Belfort pour ceux qui connaissent. Hein. Et avec mon collègue Jean-Sébastien qui va se présenter, nous on va vous parler d'un outil pédagogique qu'on a inventé justement qui peut être accessible pour les écosses mais aussi pour favoriser les raisonnements cliniques du personnel médical, étudiants internes, externes et infirmières. Alors bonjour à tous, Jean-Sébastien, donc je suis médecin anesthésiste réanimateur à l'hôpital Nord-Franche-Comté, avec une formation un petit peu particulière puisque avant de faire de la médecine j'étais ingénieur matériaux. Voilà. Et puis merci à toute l'organisation de nous offrir la possibilité de vous présenter ce dispositif que nous avons développé. Voilà, donc pour rebondir sur le topo de Thomas, hein, nous aussi on a un chef de clinique à l'hôpital Nord-Franche-Comté, on fait pas mal d'écos et justement on utilise ce qu'on va vous présenter, ce simulateur qu'on a inventé pour favoriser le raisonnement clinique du personnel dans le service. Alors l'intitulé du topo s'appelle « Comment optimiser les formations de nos internes en matière de ventilation artificielle ». Donc thématique très intéressante. Alors conflit d'intérêt bien sûr, il y en a un, puisque nous avons imaginé LUSIM, LUSIM étant l'acronyme de Lung Simulation. Voilà. Alors en préalable, en fait, ce qu'on a fait avec Jean-Sébastien, c'est qu'on s'est baladé un peu et on a interrogé des internes dans l'hôpital et on leur a demandé effectivement quelles étaient quelle a été leur formation en ventilation artificielle. 4 petites vidéos très 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 rapides et nous ça nous a vraiment posé beaucoup de questions. Alors Adam, comment tu as appris la ventilation artificielle dans ton cursus universitaire ? Nous, on commence par le bloc opératoire, donc on apprend beaucoup la ventilation de base par imbibition, on entend nos chefs parler. Et il y a un moment où on comprend qu'en fait on est dépassé, on ne comprend pas forcément les outils qu'on utilise, les risques auxquels on expose le patient, comment est-ce qu'on gère une ventilation, comment est-ce qu'on s'œuvre une ventilation artificielle. Et après, on est obligé d'apprendre ça tout seul parce qu'on n'a pas de vrais cours orientés sur la ventilation artificielle mécanique. Ça a été surtout au lit du malade. À chaque fois qu'on avait des admissions, les matins, lorsqu'il fallait revoir le réglage du respirateur pour voir si le patient était bien adapté ou pas. Et il faut dire que c'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile à ce moment-là de comprendre tout ce qu'on nous explique. Donc voilà. Moi j'ai commencé avec des cours sur internet avec le FunMOOC, qui est un cours en ligne qui est... Le FunMOOC de Créteil. Ouais, exactement. Et par la suite j'ai pu appliquer un peu ce que j'ai appris justement sur la pratique en anesthésie, au bloc d'anesthésie, mais principalement qu'avec des patients qui sont sains physiologiquement et qui du coup n'ont pas de pathologie type SDRA, type BPCO, avec lesquels on peut justement jouer sur les réglages. Donc à ce niveau-là donc du coup moi j'ai été formé principalement par mes propres moyens dans un premier temps, à l'aide de cours qu'on a à disposition sur INES, mais qui sont peu nombreux et d'une profondeur assez insuffisante.
Voilà, donc nous avec JS, ce qui nous a un peu choqué, c'est apprentissage tout seul, cours avec les cours UNES mais qui sont largement insuffisants, formation par imbibition, j'écoute ce que dit mon chef, et aussi formation au lit du patient. Je vous rappelle les récords de la Haute Autorité de Santé qui dit jamais la première fois sur un patient, donc ça pose aussi question. Donc nous on est parti de ce constat-là pour vous proposer l'UCIM. Alors la question, au vu de ce qu'on a vu en vidéo, c'est existe-t-il un moyen pédagogique pour acquérir des compétences spécifiques en matière de ventilation artificielle? Il y a beaucoup de pédagogues dans la salle. Alors est-ce que effectivement, vous savez la théorie du behaviorisme, où c'est que le grand professeur fait un cours avec un diaporama dans une salle avec des étudiants, on sait un peu ce que ça fait. Alors je fais toujours référence au niveau de l'approche pédagogique de la pyramide de l'apprentissage, où effectivement ils évaluent la moyenne du taux de rétention d'un étudiant après 24 heures. On voit bien que si l'étudiant il suit une présentation diaporama depuis sa petite chaise au fond de la salle, il a un taux de rétention en moyenne de 5%, ce qui pose vraiment question. Et vraiment ce courant américain effectivement de learning by doing, d'apprendre en faisant, en fait là on arrive à un taux de rétention à 24 heures de pratiquement 75%. Voilà, donc le but c'est plus on fait, plus on raisonne, plus on touche les machines, plus ça marche, plus on retient les choses. Alors merci Laurent. Pour ce qui est en fait un peu de la genèse du projet, ça remonte surtout à la vague Covid, où en fait les services de réanimation soins intensifs se sont retrouvés sursaturés de patients, avec la nécessité de faire appel à du personnel médical et paramédical de spécialités complètement étrangères à la réanimation. Et puis la réanimation est un domaine technique, extrêmement technique, où on a besoin de nombreuses connaissances, en particulier en ventilation mécanique. Donc il y avait une nécessité de former ce personnel de manière assez rapide et pertinente. Alors nous, ce qu'on avait en particulier à l'hôpital Nord-Franche-Comté, moi je suis arrivé, j'étais interne premier semestre, c'était mon premier stage. On a commencé bien sûr avec des cours magistraux. Là c'était Laurent qui nous faisait probablement un cours sur la ventilation mécanique. Je vois pas bien le fond du diapo, mais voilà. Donc des cours magistraux, ça évidemment on en avait. Et puis, jumelé à cela, on avait aussi des ateliers procéduraux, où là, c'était un petit peu plus... on mettait la main à la pâte, on venait, par exemple, l'enseignant venait clamper une tubulure de respirateur, par exemple, pour expliquer ce que c'était qu'une pression de crête. Voilà. À l'autre extrême, on avait des ateliers de simulation. Donc ça, c'était de la simulation haute fidélité, où on amenait un mannequin. Et je crois que Laurent, ça te prenait du temps. Et ça prend du temps, c'est très chronophage, c'est très énergivore. Faut arriver le matin à 8h, mettre en place les caméras, les micros, faut sortir le mannequin, et puis on commence à 8h pour faire la séance de simulation à 14h, jusqu'à 17h, le débriefing. Donc c'est vrai que c'est pertinent, c'est utile, mais chronophage, ça coûte cher. Et donc la question c'est... Les hôpitaux périphériques n'ont pas forcément tous les moyens d'avoir des mannequins haute fidélité, d'avoir des ateliers de simulation. Voilà. Donc il y avait en fait un créneau à prendre. Exactement, mon cher JS. Alors, notre réflexion, nous, on s'est mis autour d'une table, on a pas mal réfléchi, et en fait, on s'est dit, mais pourquoi ne pas réfléchir et développer, inventer un dispositif pouvant stimuler une pathologie pulmonaire qu'on rencontre régulièrement en réanimation, mais qu'on peut rencontrer aux urgences, au bloc opératoire également, mais qui soit ludique, parce qu'on connaît ce que fait la concurrence, on connaît bien ce que font la concurrence, mais nous, on a essayé d'imaginer quelque chose d'hyper pédagogique avec des signaux forts, et que cette machine,
elle soit aussi abordable financièrement pour les hôpitaux, pour les réa, des hôpitaux extra-universitaires, parce que moi je gère personnellement un laboratoire de simulation dans le service de réa qu'on a créé. On a acheté un mannequin, voilà, ça coûte 100 000 €, voilà. Et ça a été compliqué pour l'avoir. On a mis 5 ans pour l'acheter. Il a fallu faire le plan de financement, etc. Faire un appel d'offres, c'était compliqué. Donc on s'est dit, allez, on va essayer de réfléchir à quelque chose. Alors, fort de mon expérience avec une école d'ingénieurs qui s'appelle l'UTBM à Belfort, où j'avais déjà collaboré en début de la crise Covid en 2020 avec les masques Decathlon. Vous savez, on avait mis des filtres EPA sur des masques Subéa de Decathlon et on avait imprimé la petite pièce qui permettait d'adapter les filtres sur le masque Subéa. Donc c'était une première expérience où c'est qu'on avait distribué énormément de masques à travers la France, l'Europe et l'Afrique du Nord. Et fort de... Bon, quand j'ai découvert l'ambiance maker des Fab Labs, je me suis dit, purée, il faut qu'on dépose un sujet dans un hackathon. Un hackathon, c'est un marathon d'innovation qui dure 36 heures, où là, j'ai posé un sujet en disant, ben voilà, est-ce qu'il est possible d'inventer une machine qui est capable de simuler un problème de compliance, un problème de résistance et qui puisse avoir un trigger. Et là, vous voyez, il y a une équipe qui s'est auto-construite de 11 ingénieurs. On a travaillé pendant 36 heures non-stop. Et en fait, on a présenté ce truc. Donc c'était des sangles qui serraient un ballon avec un morceau de bois qui écrase un tuyau pour simuler la résistance et une petite poire à ballonnet qu'on a inversée pour créer un trigger. Voilà. Avec ce proto numéro 1, on a gagné quand même le premier prix d'innovation en santé du Crunchmaker Camp. C'est le marathon d'innovation de l'UTBM. Et d'ailleurs, on a écrit un article qui a été publié dans une revue. Je vous ai mis le numéro DOI. C'est comment on a pu fabriquer un simulateur de pathologie pulmonaire en 36 heures. Ensuite, une fois qu'on a touché cette bourse, on s'est dit, que fait-on ? Nous, on s'est réunis, on s'est dit, tiens, on va continuer. Allez, on se donne rendez-vous tous les jeudis soirs au Fab Lab et on va essayer de développer la machine. Donc, on a développé ça pendant 3 ans, tous les jeudis, sur du bénévolat, on insiste. Nous, on est un peu des geeks, on aime bien toucher des cartes électroniques, on aime bien travailler avec des cartes Arduino, par exemple. C'est un peu technique, mais c'est quand même... Et puis surtout, on a beaucoup appris avec nos ingénieurs. Et derrière, écoutez, on a fait, l'année d'après, on a fait un proto numéro 2. Et avec ce proto qui était déjà, vous voyez, qui était déjà beaucoup plus réaliste, on a commencé à faire la formation au labo de simu de l'AREA de l'hôpital Nord-Franche-Comté. Et on a eu des retours extrêmement positifs de nos internes, de nos infirmières. Voilà, donc on s'est dit, allez, hop, on continue. Et l'année d'après, on a changé tous nos moteurs parce que le premier proto était un peu bancal, c'est-à-dire qu'il n'était pas fiable à 100%, c'était un prototype. Et là, on a changé les moteurs, on a changé les cartes électroniques. Et là, en 2024, on a changé d'équipe parce que, vous savez, au bout de 3 ans, des fois, il y a moins de réactivité. Donc une nouvelle équipe s'est constituée. Donc Lucas, qui est présent dans la salle, qui est un ingénieur qui bosse au Fab Lab. On a pris un jeune étudiant qui est en dernière année d'école d'ingénieur et un maître de conférence qui, lui, est spécialisé en IA et en réalité virtuelle. Voilà, donc là, maintenant, on a créé une équipe à 5 et on a développé notre dernier proto. D'ailleurs, on remercie le CRUF de nous avoir donné la possibilité de montrer à tout le monde Lucime. Il est au stand 15 au congrès du CRUF. Et voici cette machine. Donc en fait, on a un module de résistance qui lui est capable de simuler la crise d'asthme, le bronchospasme et toutes les pathologies résistives. Derrière, on a un module de compliance pulmonaire qui lui est capable d'augmenter la driving pressure, d'augmenter la pression plateau. On peut simuler la pneumothorax, on peut faire énormément de choses. Et derrière, on a un module de trigger. Et avec ce module de trigger, on peut travailler de raisonnement clinique pour les nouvelles infirmières en formation d'adaptation à l'emploi. Je vous rappelle que le nouveau décret de 2022 nous impose 8 semaines de formation d'adaptation à l'emploi des nouvelles infirmières
infirmières en réanimation. Et donc nous on les forme à raisonner sur, par exemple, à quel moment on peut changer de mode, si on passe d'un mode VAC au mode VS, etc. Et puis le tout est piloté par une application, donc tout le génie de l'USIM est dans l'application, où on peut créer des scénarios à l'infini sur les pathologies pulmonaires. Donc Laurent nous a explicité et détaillé les différents modules. Maintenant, on va voir un petit peu l'utilité de ce dispositif. Donc en particulier pour la formation, avec deux grands types de possibilités d'utilisation. Une utilité en ouvert où on va pouvoir par exemple venir comprimer un ballon, donc créer par exemple un pneumothorax et puis expliquer à l'étudiant la répercussion sur les courbes d'un ventilateur, voilà, chez un patient qui est intubé. Et puis on va avoir c'est avec le module de résistance, le module de trigger inspiratoire, et à chaque fois travailler sur le raisonnement physiopathologique. Et puis on va avoir aussi la possibilité de formation fermée, où là, en fait, il suffit de masquer le dispositif, de le mettre en place, par exemple, sur une tête d'intubation prévu pour l'entraînement, et puis là on va venir avec l'application simuler pareil du pneumothorax, de la télectasie, une obstruction des voies extra-alvéolaires, et puis l'étudiant pourra raisonner cette fois-ci avec le respirateur et voilà, s'entraîner dessus. Alors, il y a des trucs tout bêtes, par exemple, quand vous avez une nouvelle infirmière qui arrive ou un externe, de leur expliquer l'effet de la PEP sur un poumon. En fait, on a regardé un peu ce qui existait sur le marché. Vous avez des boîtes noires, on ne voit pas forcément. Et là, quand vous mettez une PEP élevée sur votre respirateur, vous voyez carrément le ballon s'expandre et on voit vraiment l'effet de la PEP. Et nous, ça c'est des signaux forts qui permettent d'exprimer, qui permettent d'expliquer comment ça se passe à l'intérieur de nos poumons. Là, on vous présente les courbes obtenues avec les différents modules. À gauche, on a les courbes avec le module de compliance, où on peut voir, là, on avait encadré en rouge l'augmentation de la pression de plateau quand on venait serrer nos ballons. Et c'est vrai qu'on était assez satisfait de ce qu'on pouvait obtenir comme aspect de courbe sur les cerveaux U comparativement à ce qu'on avait sur nos patients présentant des SDRA ou des modifications de la compliance. Sur l'image du milieu, on vous a présenté l'augmentation des résistances, où on peut voir sur la courbe que la pression de plateau reste stable avec une augmentation de la pression de crête. Voilà, par exemple visible sur des bronchospasmes, des obstructions de sondes, des filtres bouchés. Et pour finir, le dernier, c'était montrer la courbe montrant un effort récompensé sur un appel inspiratoire chez un patient, par exemple en phase de sevrage, qui commence à reprendre, commence à avoir une activité diaphragmatique où le respirateur peut récompenser ses efforts. Et bien sûr, l'optimisation de la puissance de notre module avec le réglage du trigger peut jouer sur les efforts non récompensés, voilà, ou les asynchronies telles que les doubles déclenchements respirateur-patient. Et puis là, pour revenir à la formation, cette fois-ci enfermée, on a fait des scénarios de simulation où on faisait travailler toutes les équipes, donc les aides-soignantes, les infirmières, les internes, les médecins, où on utilisait le dispositif. Là, on vous a mis un exemple de bronchospasme, où en fait l'aide-soignante était dans le labo de simulation qui mime à la perfection la chambre de réanimation. Elle refaisait par exemple un chariot de soins, et puis on venait nous à l'extérieur dans la salle de pilotage, on venait fermer le module de résistance, on venait déclencher les alarmes du respirateur.
Elle prévenait infirmière qui venait et puis qui commençait son raisonnement clinique. Voilà, donc par exemple, des saturations, mettre 100% la FiO2, voir que les volumes n'étaient pas délivrés, changer les alarmes du respi, et puis aussi refaire bien sûr le circuit en partant du patient ou en allant jusqu'au respirateur. Est-ce que voilà, j'ai ma sonde, j'aspire mon patient, est-ce qu'il n'a pas obstrué sa sonde, je peux changer mon filtre, est-ce que la sonde n'est pas coudée, est-ce qu'il ne se réveille pas, est-ce qu'il ne mord pas sa sonde, et puis bien sûr si le scénario allait au bronchospasme, elle appelait l'interne, voilà, écoute, j'ai fait ce que je pouvais, je comprends pas, le patient désature toujours, les alarmes sonnent, est-ce que tu peux venir voir s'il te plaît? L'interne venait, et puis là, le raisonnement clinique, j'ausculte, voilà, on avait créé une ébauche de module sonore, on pouvait mettre du wheezing, et puis le scénario était lancé, et en fonction de ce que l'interne proposait, on pouvait faire bien sûr soit s'améliorer la situation, soit la faire dégrader pour compléter le scénario. Alors là, effectivement, on a pris une tête d'intubation, mais pour les hôpitaux, les services de réa qui ont pas énormément de matériel, on pouvait imaginer un vieux mannequin qui coûte 300 balles. On lui mène son intubation et en fait, on connecte derrière l'USIM à ce mannequin qui coûte pas cher, et on peut effectivement transformer un mannequin procédural qui coûte vraiment pas cher en un mannequin qui a une vraie compliance pulmonaire. Alors nous, notre expérience, c'est qu'on avait un mannequin Laerdal à l'époque qui avait une compliance pulmonaire d'un enfant de 3 ans, donc on n'était pas crédible, avec les volumes courants qu'on administrait au mannequin. Et donc grâce à l'USIM, là ils font des vrais réglages avec le respirateur, comme si c'était un adulte, et ça se passe vraiment très bien. Alors, vous allez me dire, voilà, là vous avez inventé une machine qui est capable de simuler plusieurs pathologies respiratoires, mais derrière on est allé encore plus loin, puisqu'on s'est associé avec Fabrice, qui est un maître de conférence spécialisé en IA et en réalité virtuelle, et donc derrière on a essayé de créer des images en réalité virtuelle, et moi j'ai un souvenir de JS quand il était interne, qui nous dit « purée, quand j'étais externe, si j'avais pu avoir ces images-là pour savoir ce qui se passait dans les alvéoles, ça m'aurait beaucoup aidé, quoi. » Donc on a modélisé les alvéoles du poumon. Donc on a un module de réalité virtuelle où c'est qu'on a le poumon, derrière on peut ôter le parenchyme pulmonaire, on peut ôter les côtes, et on accède directement aux alvéoles. Et donc là on a représenté un poumon sain, mais derrière on a créé un poumon pathologique avec pour l'instant une dizaine de pathologies qui va de l'emphysème, du BPCO, emphysème, atéectasie, jusqu'au SDRA, et derrière ça va permettre d'expliquer par exemple à un interne ou un externe le but de la ventralisation grâce à des images en réalité virtuelle synchronisées avec l'USIM. Par exemple ici là en fait on voit qu'il y a des alvéoles dans le cadre d'un SDRA qui sont surdistendus, avec des alvéoles qui sont complètement collabées et des alvéoles qui sont atéectasiées, et derrière ça pourrait permettre d'expliquer le fait de baby long, pourquoi on met des volumes courants très faibles. Et là je vous ai mis une petite vidéo donc pour voir un peu l'utilisation. Donc on a l'USIM qui tourne, qui est synchronisé à la réalité virtuelle, et derrière le formateur a son casque de réalité virtuelle, mais ça peut être un étudiant, on peut mettre jusqu'à 50 étudiants avec des casques, et derrière vous voyez on est dans le cadre du SDRA, où c'est que là on voit bien que la face postérieure pulmonaire est quand même pas mal les alvéoles sont quand même pas mal remplies de pus, elles ne sont pas ventilables, et derrière ça permet de comprendre et d'aller un peu plus loin dans la ventilation. Donc vous imaginez, on peut en plus travailler tout seul avec la réalité virtuelle pour faire un cours. Alors nous, depuis qu'on a ça, on fait plus de cours avec des diaporamas, on fait tout via l'USIM.
Alors, pour conclure, avant de terminer, alors l'USIM a bénéficié de 2 thèses médicales. Donc JS a fait sa thèse dernièrement à la faculté de médecine de Besançon sur ben voilà tout le process de la création de l'USIM. Et derrière, on a un autre interne qui a fait une thèse sur la création d'un algorithme, d'une aide cognitive sur la gestion des pressions de crête par les infirmières, par exemple. Et derrière, on a plein d'autres thèses en préparation avec ce simulateur pulmonaire. Et une deuxième chose, donc là, on est au Fab Lab de l'UTBM. Et en gros, le message qu'on veut faire passer, c'est que c'est un simulateur qui a été conçu par des soignants, donc qui a été pensé par des soignants. On a énormément réfléchi sur ce simulateur. Il était conçu par des ingénieurs passionnés, vraiment, c'est quand même très important. Et vous imaginez que la communication entre des soignants, entre un médecin, un infirmier, coordinateur technique et des ingénieurs, c'est pas facile. Au départ, on est obligé de faire des cours pendant 4 heures de temps pour avoir le même langage, qui comprennent ce que c'est qu'une compliance, que l'élastance, que la résistance, etc. Donc ça a été quand même très intéressant. Et aussi, ce simulateur, il est à disposition des soignants. Il est fait pour les soignants, avec des modules forts. Par exemple, quand la pression plateau dépasse le seuil qu'on s'est fixé, le poumon il va devenir tout rouge. Quand la résistance, la pression de crête dépasse le seuil qu'on s'est fixé, la résistance va devenir rouge. Et c'est tout des modules qui sont capables de réagir avec le respirateur pour favoriser au maximum le raisonnement clinique. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que c'est couplé à l'évo-dynamique ? C'est surtout la ventilation, puis la partie hémodynamique. Est-ce que vous couplez ces 2 aspects ? Pas encore, mais ce qu'il faut dire, c'est que nous, on ne s'arrête pas là. Derrière, on est en train de créer une société là, et derrière, on a déjà d'autres choses dans la poche en préparation. Mais effectivement, par exemple, on peut préparer l'USIM pour faire de la titration automatisée de la PEP. Et derrière, on peut imaginer qu'on a des patients qui sont précharge dépendants et qu'à un moment donné, on puisse arrêter l'épreuve de titration de PEP. Ouais, c'est dans les clous. On a d'autres simulateurs. On travaille sur un TOF scan. Vous savez, favoriser le raisonnement clinique des infirmières en SSPI ou même en réanimation. Quand on arrête les curares, voilà, on a inventé un simulateur de TOF scan qui est assez réaliste. Et surtout, le travail avec nos ingénieurs, c'est qu'on a pu créer des courbes, mais qui représentent vraiment à la perfection la courbe d'un TOF scan d'un vrai patient. On peut faire du PTC jusqu'au T4 sur T1 à 100%. Derrière aussi, on a une autre, on travaille sur un simulateur de NAVA. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est un trigger électrique disponible chez Getinge. Et voilà, donc on a quand même pas mal de choses en préparation. Monsieur Mesiani ? Il y a une question. Oui, Alex. Toujours la même chose. En fait, moi, je suis un acheteur hospitalier pour le centre d'enseignement. Aujourd'hui, moi, j'ai un poumon physiologique, un ACAI, qui nous a coûté 50 000 €. Et donc, je pense que tous les centres ne peuvent pas s'offrir ce type de dispositif. À combien vous allez vendre ce dispositif et quand est-ce qu'il va être commercialisé ? C'est la question que tout le monde se pose. Ouais, c'est le point crucial. Alors, écoutez, nous, on a pitché devant des investisseurs. On a fait Qui veut être mon associé la semaine dernière. On est des soignants, nous, hein, on n'est pas trop des entrepreneurs, mais on apprend vite. Et en fait, on a travaillé sur un business plan où l'USIM sera en location. Alors, ça permet plusieurs choses. Déjà, ça permet de toujours avoir une machine avec les dernières évolutions. Okay. Et le but, c'est de démocratiser le prix. On n'a encore pas un prix de location déjà, mais on sait que ça sera très abordable. Le but, c'est vraiment de donner ces outils pédagogiques à tous ceux qui veulent, à des tarifs qui sont très abordables. Et on va surtout travailler en fonctionnement plutôt qu'en investissement pour les centres hospitaliers. Alors,
Ouais, non, je pense que c'est vrai qu'une de nos forces, c'est la réactivité, en fait, l'évolution continue. Donc c'est vrai que le vendre, sachant qu'on l'améliore très facilement, faudrait le rapatrier, effectuer les changements. Donc je pense que commencer par de la location, en attendant peut-être une phase d'optimisation sur 2-3 ans, et puis après peut-être une promesse d'achat, de vente, une fois que ça s'est stabilisé, avec peut-être des mises à jour par 6 mois, ce serait peut-être plutôt ça le modèle. Alors à la deuxième partie de ta question, derrière, donc là jusqu'en fin d'année là, on va travailler avec des services de réanimation qui seront bêta-testeurs, où c'est qu'on mettra à disposition la machine pour faire des tests, nous faire des retours, et derrière on commencera à commercialiser début 2026. Merci beaucoup. Je peux ? Merci beaucoup pour cette présentation. Très sincèrement, félicitations. Parce que c'est un device qui va permettre forcément d'améliorer les choses. On est convaincu du côté enseignement. Est-ce qu'on peut imaginer un moment qu'on puisse associer votre outil à un patient, à la situation d'un patient, pour pouvoir personnaliser la ventilation d'un patient ? Yes. Laurent. Non, monsieur, on n'en est pas là pour l'instant, mais vous savez, on avance vite, c'est des choses qui pourront être possibles dans les mois ou années à venir, mais en tout cas, on va y travailler. Moi, je pense que ouais, on peut, via les données qu'on pourrait extraire d'un cerveau par exemple présent chez un patient, on pourrait arriver à avoir des programmations derrière ou à avoir des comportements assez similaires sur les forces de serrage, et puis utiliser derrière, par exemple, une fois les paramètres enregistrés, par exemple se dire là j'ai mon comportement pulmonaire qui est très proche de ce patient-là, si je règle mon respirateur comme ça, est-ce que ça l'améliore ou est-ce que ça le dégrade ? On pourrait peut-être jumeler, raisonner sur des patients en retirant les données intéressantes, en les mettant sur le simulateur, et puis derrière en travaillant sur le simulateur pour voir si plutôt on dégrade ou si on améliore les fonctions respiratoires. La réalité virtuelle, en fait, c'est du code, en fait. Hein. Nos ingénieurs codent et reproduisent ce qu'on veut. Donc, on pourrait imaginer effectivement, des situations où on imagine ce qui se passe dans un poumon d'un patient qui a un SDRA et de le modéliser vraiment ciblé sur le patient qu'on a en chambre avec les données que nous renvoie le respirateur. Voilà. Peut-être une dernière question. Oui, juste merci beaucoup. Juste pour compléter peut-être la question de Ferhat Meziani, est-ce qu'on peut imaginer que justement votre outil de réalité virtuelle puisse s'associer au simulateur justement pour personnaliser un peu les choses avec notamment des données d'imagerie par exemple, puisque la réalité virtuelle, là vous dites que c'est du code. Donc est-ce qu'on pourrait imaginer à un moment donné que dans l'évolution de ce que vous proposez, il y ait justement cette association des deux en y intégrant des données d'imagerie pour justement pouvoir répondre à cette personnalisation? Alors, on a rencontré des radiologues pour récupérer des images de scanners spiralés, par exemple. Voilà, donc la demande a été faite. Voilà, on est en train de concrétiser ça avec les radiologues de l'hôpital Nord-Franche-Comté. Mais je pense qu'on pourrait même s'ouvrir à d'autres hôpitaux qui ont un accès plus facile, parce que ça prend du temps de faire un scanner spiralé, il faut récupérer les images, il faut anonymiser, et voilà. On n'est pas encore allé jusqu'à là, mais la demande a été faite en tout cas, Nicolas. Je pense que si on arrive à récupérer les données des respirateurs sur des patients, on pourrait réussir à simuler derrière une architecture pulmonaire. Pour ça doit être faisable.